Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on va parler pas mal de liberté, un peu de gros billets et un peu d'immobilier aussi avec Nils. Nils, un ancien Parisien débarqué fraîchement en Alsace, ça fait super plaisir. Nils, il m'avait contacté et on a pu enregistrer ensemble en Alsace sur sa terrasse. C'était le premier épisode que j'enregistrais dehors, donc j'espère qu'on n'entend pas trop les oiseaux et les voisins en train d'écouter du Patrick Sébastien pendant qu'ils font un barbecue. Mais franchement, j'ai adoré faire cet épisode avec Nils. Avec Nils, on va parler notamment du mouvement FIRE. On va voir comment en fait, après avoir été l'archétype du salarié désabusé, il avait commencé sa vie professionnelle avec un bac plus 5, 1534 € par mois, et il avait 600 € de prêt étudiant et 500 € de loyer. Donc voilà, il vous reste plus grand chose par hasard de la vie. Nils, il a su aussi, pas que du hasard, mais les hasards de la vie ont fait qu'il a vu des opportunités, il a su les saisir. Et on va voir comment il a pu considérablement augmenter ses revenus en changeant de secteur, mais aussi en changeant de statut. Il est passé du statut de CDI à celui de freelance. Et c'est notamment comme ça qu'il a pu s'installer dans la capitale alsacienne. On va voir donc avec lui ce que c'est notamment le mouvement FIRE. C'est un peu à la mode. C'est vrai que nous, dans la communauté, on n'utilise pas trop cette terminologie, mais c'est assez lié un peu à tout ce qui est le Bye Bye Patron. Donc il y a le FIRE, le Fat FIRE. On va voir que ça va souvent de pair avec l'écologie, qui est un sujet qui est assez important pour Nils. Nils, notamment grâce à sa femme allemande, on sait que les Allemands, ils ont plus souvent de sensibilité, pour en connaître quand même pas mal, par rapport à tout ce qui est écologie, recyclage, environnement. Et donc le fait d'avoir une femme allemande, je pense que ça a pesé. Alors on ne sait jamais si c'est la cause ou l'effet, mais en tout cas, voilà, l'écologie, ça le concerne. Et le FIRE, ça va bien souvent avec un peu cette notion d'écologie. Pour tous les nouveaux, et il y a de plus en plus de nouveaux sur le podcast, l'épisode de la semaine dernière, il a de nouveau battu des records d'écoute. Donc je suis super content. L'épisode de la semaine dernière, c'était sur investir en couple. Et allez, je vous fais un spoil déjà, l'épisode de la semaine prochaine, ce sera sur le sport au féminin, notamment entrepreneuriat, sport, haltérophilie. Quel lien on peut avoir, ils peuvent avoir ensemble. Et c'est un épisode que j'avais également adoré faire. J'avais pris un peu d'avance pour la rentrée, voilà, pour être au top pendant la rentrée. Je vais faire pas mal de projets un peu à côté du podcast, donc j'ai enregistré certains épisodes d'avance. Mais les intros, je les enregistrerai toujours semaine par semaine. Voilà ce que je peux vous dire. Donc pour tous les nouveaux, je suis investisseur immobilier depuis 2011. Et j'ai pas mal de biens avec un ami à moi. Voilà, on en a jamais assez, mais on en a quand même pas mal ensemble. J'en ai aussi tout seul. Je viens de signer un compromis. Là, je viens de recevoir aujourd'hui, donc on est lundi 22 août. Je viens de recevoir un compromis signé, donc j'ai donné procuration à la notaire. Elle vient de me l'envoyer. Donc ça va être le 5e bien, si tout se passe bien, que je vais signer cette année. Donc moi, j'ai toujours pour objectif de signer 5 biens par an et de voyager le plus possible. Donc les biens, si tout se passe bien, ce sera mon 5e. Donc ça ira. Je vais peut-être essayer même de pousser sur un de plus parce qu'il y en a, voilà, il y en avait un que j'ai signé, mais en fait, on avait fait les démarches en 2021, donc je pense que ça compte pas vraiment. Et donc mon autre objectif, c'est de voyager le maximum, d'essayer de faire à peu près 10 pays par an. Là, chaque mois de cette année, j'ai pu partir. Et là, j'ai regardé jusqu'à au moins le mois d'octobre, je suis tranquille, je vais voyager dans à chaque fois un nouveau pays. Et donc, c'est ça mes 2 objectifs principaux, c'est donc acheter 5 biens par an et voyager dans 10 pays. Pour le reste, j'ai écrit 2 livres sur comment négocier un bien immobilier et comment se lancer dans l'immobilier. Tous les liens sont dans la description du podcast. Merci, j'en ai vendu vraiment pas mal cette semaine. Donc merci à vous de me faire confiance. Puis c'est un bon moyen de soutenir le podcast si vous voulez. Il coûte moins de 5 € en e-book et moins de 15 € livrés, imprimés chez vous. Ils sont pas très longs. Alors parfois on me le reproche, mais l'idée c'est pas de faire un roman que vous lirez sur la plage ou dans le RER quand vous allez dans votre race. L'idée c'est, vous voulez vous lancer dans l'immobilier, vous lisez ce livre en quelques heures, quelques heures, en une semaine, vous pouvez les lire. Celui sur la négociation, il se lit encore plus vite parce que quand on a trouvé un bien immobilier et qu'il faut négocier, on n'a pas 10 ans pour le lire. On m'avait offert le livre de Barack Obama, sa biographie, c'était hyper intéressant. Je l'ai jamais fini parce que le livre il doit peser 2 kilos, il fait 800 pages et encore je crois que c'est que la moitié de sa vie. Donc voilà, mes 2 livres sont disponibles sur Amazon, vous tapez Bye Bye Patron en un mot, sinon les liens dans la description. Sinon, comme toutes les semaines, en fait je vous invite pendant que vous écoutez le podcast
à prendre une photo et à me taguer sur Instagram. Donc cette semaine, on a eu notamment Invest in Budapest. Voilà, on a fait un épisode ensemble. Vous pouvez avec Johan, vous pouvez l'écouter. On avait eu des épisodes on a eu pas mal de gens qui ont posté sur la route. Donc j'ai repartagé en story Canal Invest Club. Il y en a qui font de l'électricité comme Creny Norris. Il y en a qui sont sur la route, Ram Invest. Comme toujours, Green Eye Universe, elle charbonne dur. On a eu des personnes à La Réunion. C'est marrant, je pense personne qui m'a jamais tagué aux Antilles ou en Guyane. Par contre, à La Réunion, j'en ai eu plusieurs. Donc, merci à vous, notamment Solar 712. Voilà. Et puis, mon associé que j'embrasse qui est parti pour 1 an et demi au Canada. Voilà, il m'a tagué dans l'avion au milieu de l'Atlantique avec la carte de l'avion en train d'écouter le podcast. Voilà. Peut-être qu'on va partir investir au Canada. On va voir s'il trouve des biens. On va voir comment ça se passe. On ne s'est pas encore trop renseigné. Il vient d'arriver. Mais en tout cas, écoute, tout le meilleur à toi. Hein. Et puis, fais au max pour gérer malgré le décalage horaire nos investissements parce qu'on en a quand même pas mal ensemble. Allez, David le plaquiste de Limo, le réfugié de la salle avec le chien. Le chien, ça, c'est un basse. Non, je sais plus comment ça s'appelle le chien là. Mais franchement, trop drôle la photo avec un chien et avec un casque de chantier. Alan Pro 56, chèque. Pour une fois, il n'était pas dans une grosse voiture, mais plutôt dans une camionnette. On sait, hein, les grosses voitures, c'est pour le week-end. Les camionnettes, c'est pour faire de l'argent. Et ensuite, mes finances, ma liberté, en train de s'occuper de son jardin. Donc voilà, Lara en Argentine et tout ça. Merci à vous, vous êtes au top. Il y en avait un qui m'avait même posté depuis son avion. Je ne sais plus si je l'avais remercié. C'est Lock Invest. Lock Invest, il va passer sur le podcast également. Il va nous raconter, donc c'est un épisode à venir, comment il a failli frôler la faillite 2 fois à cause de l'immobilier. Donc on a déjà enregistré l'épisode. Il était super bon. Tous les épisodes sont super bons. Je suis toujours content de le faire. Et c'est comme ça, grâce à vos retours et grâce aussi aux échanges que j'ai avec les invités que je persévère chaque semaine et que quand je sais que je vais avoir une période de bourre, une période où je serai moins disponible, j'enregistre les épisodes d'avance. Voilà, j'ai passé vraiment 2 semaines là, beaucoup enregistré. J'ai même dû décaler, ça m'a un peu embêté, mais en fait au bout d'un moment j'avais trop d'épisodes d'avance et comme j'essaye de toujours coller un peu à l'actualité du moment, j'ai décalé des enregistrements. Mais voilà, l'essentiel, chaque semaine, chaque mercredi, vous avez votre épisode de podcast et on termine juste avec Romain qui m'a mis une note sur Apple Podcast. Les épisodes sont très sympas, on a l'impression d'être entre nous, entre potes à discuter business. Ça change de beaucoup de contenus qui sont souvent très ressemblants et parfois sans contenu réellement utile. Ici, en écoutant les épisodes, on apprend, on baigne dans le milieu de l'investissement, mais surtout, on passe un bon moment. Merci et force à toi et surtout, 6-8 représente. Et oui, voilà, on aime tout le monde, mais les Alsaciens, vous avez quand même toujours... ça fait toujours super plaisir de parler à des Alsaciens. Comme vous le savez, j'habite plus en Alsace, donc quand on a un peu un retour à ses racines, ça fait toujours super plaisir. Mais voilà, sinon, de toute façon, je bouge très souvent un peu aux 4 coins du globe et de la France, et j'adore rencontrer tout le monde. Dernier point avant de commencer, on est déjà à 8 minutes 34 d'introduction. Il y a un groupe Telegram, Bye Bye Patron. Vous pouvez le rajouter, le lien est dans la description. Et sur le groupe Telegram, on parle plutôt d'immobilier vraiment terre à terre. Donc par exemple là, suite à l'épisode, en fait l'idée c'était que les personnes qui réagissent au podcast, elles puissent voir entre elles leurs réactions, parce que moi j'en recevais beaucoup. Mais en fait, il y avait beaucoup de gens qui pouvaient pas voir ces réactions parce que elles étaient pour moi. Il y en a que je partage, il y en a que je partage pas. Il y en a parfois, j'avoue, je reçois beaucoup de messages pour les rater. Et puis il y en a qui sont un peu personnels, donc je préfère que les personnes qui veulent justement échanger avec d'autres, elles prennent la décision plutôt que ce soit moi qui le fasse. On est plus de 200 sur le groupe Telegram, 201 membres au moment où je vous regarde. Et donc, par exemple, là, l'épisode de la semaine dernière, c'était sur l'investissement en couple. Et j'avais lancé, donc en fait, je lance un topic et après, vous pouvez commenter. Donc là, j'avais lancé un topic, c'était comment est-ce que vous vous organisez en tant que couple lors des investissements, qui fait quoi, comment. Donc il y a des personnes qui font en fait tout ensemble, il y en a qui font une partie et d'autres une autre partie qui est spécialisée pour un des 2 membres du couple. Donc voilà, j'essaie de pas trop spammer, je veux pas écrire tous les jours dessus, c'est plutôt je lance un sujet et après vous pouvez réagir. Et enfin, dernier point,
Dans cette conversation, j'ai épinglé. Donc épinglé, c'est genre si vous cliquez tout en haut de la conversation, vous verrez ça, un message épinglé. Et là, c'est en fait les personnes qui veulent présenter un de leurs investissements. Donc on a déjà pas mal de, il y a 17 commentaires sur le post. Donc moi, j'ai présenté un de mes appartements, combien je l'ai payé, où il est, combien il me rapporte, combien est-ce que je pense qu'il vaut, combien j'ai fait de travaux, quand est-ce que je l'ai acheté. Et il y a 17 autres personnes qui ont fait la même chose. Donc voilà, n'hésitez pas à rajouter votre pierre à l'édifice. Ça fait du bien. Ça permet aussi, j'ai vu qu'il y avait des personnes avec qui j'avais vraiment jamais échangé qui sont sur le groupe Telegram. Donc je vois notamment, par exemple, il y a des personnes qui investissent dans les secteurs où j'investis également. Donc forcément, ça peut être très utile si vous cherchez un jour un artisan, notamment un artisan spécialisé pour un domaine très précis. Savoir qu'il y a une personne à qui vous pouvez écrire directement qui a déjà, par exemple, refait une façade, je sais pas moi, à Saint-Nazaire, et ça peut vous être super utile. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe Telegram. Le lien est dans la description, et si vous le trouvez pas, vous m'écrivez. Voilà, on est parti avec Nils. J'ai adoré faire cet épisode, vous allez voir. Nils, il est posé. On a vraiment, quand on lui parle, on sent qu'il a pris les bonnes décisions et qu'il vit sereinement son activité en ce moment, même si forcément on a toujours plein d'objectifs. Mais vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait une sérénité qui se dégageait de son attitude et j'espère que vous le sentirez également. On est parti, on se retrouve de l'autre côté. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et on est avec un presque Strasbourgeois, en tout cas je sais pas quelle est la définition d'un Strasbourgeois, mais on est à Strasbourg avec Nils, nouveau venu en Alsace. Salut Nils, comment ça va ? Salut Thibaut, écoute, ça va super bien. Effectivement, récent Strasbourgeois, je fais partie de ces gens qui ont fui la région parisienne après le premier confinement. Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent se reconnaître. Et nouvelle vie en Alsace. Et je suis super content d'être ici. Ah tu vois, c'est pas beau. C'est pas beau, il y en a qui y vont. Moi, je suis toujours pas rentré, mais vu que je passe souvent, j'en ai profité pour rendre visite à Nils. Premier épisode dehors aussi, hein. Donc si vous entendez les petits oiseaux, les petits les enfants qui jouent ou quoi, c'est à cause de ça. Et Nils, tu pouvais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on t'accueille sur le podcast ? Ok, ouais, écoute, en tout cas, merci beaucoup de m'inviter, ou je te reçois chez moi, mais en tout cas de m'inviter sur le podcast. J'ai eu le droit à une bière, hein, donc c'est pas venu pour rien. Une bière allemande. Voilà. Et écoute, donc moi je suis Nils, j'ai 34 ans, j'ai grandi en région parisienne et effectivement, pourquoi je suis sur ce podcast aujourd'hui ? Alors moi je fais partie de ceux je me définis comme au début de mon parcours d'investisseur, c'est-à-dire que je suis dans la phase où j'ai engrangé, je pense, la théorie qu'il me fallait pour bien commencer et j'ai déjà un bien en location courte durée dans le centre-ville de Strasbourg. J'ai aussi eu une revente de résidence principale. Bon, c'est de la région parisienne, donc je sais pas vraiment si ça compte. C'est un peu triché, mais ça a quand même fonctionné et c'est ça qui a lancé un petit peu notre parcours d'investisseur. Je suis membre de la communauté qu'on appelle FIRE, Financial Independence Retirement Early. Je fais tout en fait pour me créer des revenus passifs, comme on dit, même si je mets des guillemets, je pense comme tout investisseur, voilà, pour essayer de faire en sorte de remplacer en fait petit à petit mon salaire par justement des revenus passifs et voilà, d'aller un peu plus loin que la simple épargne ou l'investissement à 3-4% qui permet de préparer sa retraite. Je veux aller un peu plus vite. Ok, top. Donc ouais, et puis t'es aussi un peu en mode bye bye patron. Ça, on en a pas encore parlé, mais voilà, t'as pris le mouvement en tout cas. Effectivement, ouais, j'ai déjà mis un pied dans le bye bye patron, puisque alors moi je fais aussi partie de ces gens qui ont quitté leur CDI. Oui, j'ai quitté le CDI pour en fait faire exactement la même activité, mais à mon compte. Alors, je travaille toujours pour quelqu'un, entre guillemets. Je me suis fait repérer en fait par des Anglais basés à Londres, une agence. Et en fait, je faisais ce job en tant qu'employé, donc chasseur de tête,
Je faisais ça à Paris, et recruteur par approche directe, comme on dit. Et donc, en fait, des Anglais m'ont contacté, m'ont demandé si je voulais faire mon job depuis Strasbourg en full remote, comme ils appellent ça, donc c'est-à-dire tout en restant chez moi. Et je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas, et j'ai créé ma SARL, ma société, qui pour moi aussi est un vecteur pour l'investissement immobilier, on pourra en reparler. Ouais, bah on va en reparler de tout ça. Aussi, on est chez Nils, il vient de finir, ça a fini quand ton chantier là de RP? Ouais, j'ai fini mon chantier, bah là, on va dire si on compte la terrasse, ça s'est fini il y a 2 semaines, mais on va dire ouais qu'il y a bien eu 1 an de travaux en totalité. Ouais. C'est un peu comme je disais, c'est un peu ma Porsche, notre résidence principale, c'est effectivement notre comment il dit ça, notre cher Kiyosaki, le passif. Ouais. Donc ouais, ça c'est. Ouais, enfin bon, ça a été bien fait en tout cas. Tu verras si ça a été un passif ou non le jour où tu la revendras. Il faut bien habiter quelque part. Hein. Ouais, c'est quitte à habiter quelque part, autant habiter en Alsace. Hein. Ouais, exactement. Ok. Et est-ce que on parlera un peu plus tard de l'annexe de ta résidence principale. Si on peut revenir sur ton parcours, qu'est-ce que t'as fait, pourquoi? Donc souvent on a des investisseurs qui ont pas fait d'études, t'en as plein qui sont connus qui ont pas fait d'études. Et puis ça a été mon cas et c'était le cas de pas mal d'autres personnes. Bon, on a plus ou moins le même âge. Nous on a fait des études, on y croyait fort, hein, on était vraiment à fond dedans. On nous voyait, la Porsche on la voyait, hein, bien sûr, et seulement à la force du travail, hein, de travailler de 8h à 8h peut-être, ou de 9h à 21h si on est à Paris. Et qu'est-ce que quelles ont été tes études et puis quel a été le début de ton parcours professionnel avant d'en arriver à ce statut de gérant en fait de SARL, hein, que t'es maintenant. Ouais. Bah écoute, déjà moi je viens d'une famille qui croit beaucoup justement en l'ascenseur social qu'est l'école. Donc c'était toujours important d'avoir des bonnes notes, des bons bulletins, etc. Donc ça c'est vrai que j'ai un peu ce parcours-là, on va dire au moins jusqu'au lycée. Bac scientifique. Après j'ai fait un bac scientifique, mais pareil, encore une fois, pour m'ouvrir beaucoup de portes, et puis parce que je voulais faire médecine à l'époque. Et puis finalement, je me suis dit, mais c'est pas mes facilités. Mes facilités, elles sont plutôt sur les sciences humaines, les langues, etc. Donc je suis parti en prépa littéraire, qu'on appelle Hippocagne et Cagne. Et je voulais faire Sciences Po. Je voulais être diplomate, en fait. Moi, ça m'intéressait, les relations internationales, tout ça, et la négociation. Je trouvais ça génial. Et en fait, à l'époque où je suis rentré en prépa, il y avait plus la passerelle pour Sciences Po, mais il y avait les écoles de commerce. Parce que j'ai pas fait prépa littéraire pour être prof, ça m'intéressait pas. Déjà à l'époque, j'avoue que je voulais gagner de l'argent, et donc j'ai fait les concours pour les écoles de commerce, et donc j'ai intégré une école de commerce à Reims, Subdeco Reims, qui s'appelle Neoma aujourd'hui. Et pour en revenir à ta question, c'est vrai que moi je fais partie de ces gens qui ont eu un peu la désillusion en sortant d'école, de se dire mais en fait on m'a promis un certain salaire quand je sors d'école, une certaine situation, un super job, et en fait bam, premier emploi, moi premier CDI, grosse désillusion. Je me retrouve dans une société agroalimentaire à être chef de secteur, à me lever à 4h ou 5h du matin pour aller mettre des mozzarella dans des rayons frais, à me taper du coup des maux de gorge 3-4 fois par an, parce que quand t'es dans des rayons frais à 4h du matin, que t'es un peu fatigué, du coup voilà, tu te fais parler comme un chien par les chefs de rayon des Carrefour, des Intermarchés, etc. Bon, j'ai beaucoup appris, hein, ça a été un peu le service militaire, mais c'était autre chose que ce qu'on m'avait vendu. Et puis surtout le premier salaire, qui en soi, les gens vont dire ouais mais c'est quand même pas mal, 1534 €, je m'en souviens encore, tu vois, tellement ça m'a marqué, qui est pas un mauvais salaire en soi, mais en fait le truc c'est quand t'as un crédit étudiant parce que t'as payé 30 000 € une école de commerce et que tu rembourses 600 € par mois, sur un salaire de 1500 €, après t'as le loyer, t'as tout ça à payer, déjà voilà, c'est un peu la désillusion. Donc voilà un peu mon premier emploi, mais j'étais assez bosseur déjà à l'époque, et en fait je me suis dit comment je peux gagner des revenus alternatifs, et là j'ai fait tout ce que je pouvais. Donc j'avais une voiture de fonction quand même avec mon job, j'ai fait du blablacar à fond les ballons pendant les déplacements pro. En fait
J'évitais quand même la journée parce que de toute façon, j'allais d'un magasin à l'autre, c'était quand même compliqué en termes de logistique. Par contre, dès que j'avais une réunion, par exemple, une fois, on avait une réunion à Reims et donc je me suis déplacé de Paris à Reims. Et du coup, j'ai fait un Blablacar, mais je me suis caché pour pas que mes collègues en fait me voient déposer les gens. Donc j'ai fait du Blablacar. Tous les trajets que je faisais un peu loin en vacances, c'était Blablacar. Et je m'étais inscrit sur une autre plateforme aussi qui s'appelle Superprof, parce que j'ai des notions, des bonnes notions en langue et en maths, et du coup je donnais des cours particuliers, mais après mon boulot. Donc comme je commençais mon boulot très tôt en magasin, donc à 5h du matin, mais je finissais à 15h. Toutes les après-midi, à partir de 16h jusqu'à 18h, je donnais des cours pour me faire des revenus complémentaires, en fait. Mais bon, c'était plus une vie, quoi. Ouais. C'est vrai que chaque euro compte quand t'as 1500... En fait, on n'en parle pas souvent, mais j'ai fait un épisode là-dessus, qu'est-ce qu'être riche. Mais on a fait un peu les comptes avec Nils. Quand t'as 1534 euros, que t'as 600 euros de crédit étudiant, t'as pas d'autre choix que de trouver une copine avec qui habiter. Sinon, t'es mort, en fait. T'habitais en région parisienne, tu payais combien de loyer? Je payais, alors en plus, donc ma société m'obligeait à être sur mon secteur et j'étais donc Paris-Est et 94, donc nous on avait choisi Vincennes parce que en fait c'était le plus pratique aussi pour faire le moins de route pour moi et d'être sur les bons axes. Et Vincennes, je te dis ça, c'était en 2013-2014, mais on était dans 40 mètres carrés, 960 euros, à deux. 900, ok. Mais bon, voilà, quasiment. Tu rajoutes les lecs, Internet. La taxe d'habitation, etc. T'es facile à 1000 euros par mois, donc 500 euros. Tu fais le calcul, 500 euros déjà de loyer, plus les 600 euros de crédit étudiant. Il te reste 400 euros. Il me reste 400 euros. 12 euros par jour. Voilà. C'est ça. Et en fait, voilà, franchement. Une pinte à Paris. Ouais, exactement. C'est ça. T'as mangé aujourd'hui, non? Je t'ai barré de bière à quelques collègues. Donc, les débuts ont été difficiles et en fait, ouais. C'est ça. Et en fait, j'en parlais parce que, pour rien vous cacher, j'ai enregistré un autre podcast aujourd'hui. On parlait à location courte durée avec, vous verrez les invités, je sais pas s'ils seront publiés avant ou après celui-là. Et eux, avec 45 000 euros, ils ont un appart qui génère plus de 1200 euros en courte durée, un appart qu'ils ont acheté 45 000 euros. Moi, j'ai mon appart le moins cher, je l'ai payé 35 000 euros en ce moment en courte durée, il me génère aussi plus que 1000 euros par mois. Donc en fait, on voit, en fait, c'était quasiment le montant de ton crédit étudiant. Sauf que là, ça, pour le coup, générait aucun actif, on va dire. C'est ça. Et en fait, t'as le choix. Soit t'achètes un appart et tu bosses plus jamais de ta vie. Soit tu payes tes études. Alors bon, on critique pas les études, ça apprend plein de choses et tout. Et puis après, t'as une évolution qui est possible. Mais en gros, quand tu vois quand même la différence, quoi. Soit t'étudies 3 ans, tu payes 30 000 euros, tu te lèves à 4 heures du matin. Soit t'achètes juste un appart, tu restes chez toi. C'est ça. Et de temps en temps, tu fais les entrées-sorties et t'as les mêmes revenus, quoi. Ouais, exactement. C'est quand même assez incroyable et c'est là où on voit qu'il y a peut-être un problème quelque part. On n'est pas là, les études, c'est pas les écoles de commerce qui choisissent les payes. Non, c'est sûr. Les payes qu'on aura, hein, mais même si je suis un peu plus nuancé aujourd'hui, parce que je me dis ça t'apprend d'autres choses en fait que ça. Enfin, voilà, c'est tout bête, mais par exemple le fait que j'ai pu donner des cours en allemand, en anglais, tout ça, c'était parce que c'est les études qui m'ont apporté ça et que du coup j'ai compris le système académique que je renforçais en donnant des cours finalement que je suivais et ça m'a donné d'autres choses. C'est vrai qu'on dit le réseau, le réseau d'écoles de commerce aujourd'hui, ça m'a apporté beaucoup, même dans mon job de recruteur. Parfois aujourd'hui, j'ai des anciennes personnes de mon réseau qui me contactent en disant voilà, j'ai besoin de recruter tel ou tel profil. Donc mais ça apprend d'autres choses sur la capacité à travailler en groupe, la curiosité, le fait de voyager. Et comme le disait notre directeur d'école à l'époque, et ça je pense qu'il avait raison, il dit en fait, l'école de commerce, ça vous apprend à faire des soirées, à être complètement défoncé, mais par contre à être 8 heures au top le lendemain et faire votre réunion, faire votre présentation. Et en fait, c'est ça que ça vous apprend. Mais il disait ça un peu en rigolant, mais c'est vrai. Dans le monde du travail, c'est un peu ça. Parfois, t'es arraché parce que t'es en séminaire avec ta boîte. Par contre, le lendemain, tu fais ta presse, t'es au top. Ouais, voilà. Ou sinon, une autre solution, à part le Airbnb, parce que j'ai eu un message pour un de mes apparts que je mets en loc, là, je l'ai eu cette semaine, c'est avoir une femme et 2 enfants. Donc, ce que t'as, en fait. Hein.
Donc là, j'ai eu les gens, donc ils m'ont dit qu'ils avaient un RSA de 800 euros, allocation familiale 132, PAJE, prime d'activité, je sais pas ce que ça veut dire, sans jeunes, ou les enfants de jeune âge, je sais plus, 172 euros, et APL 439 euros. Donc ça faisait, je crois, 1543 euros, j'avais compté. Pas mal, donc un tout petit peu plus que l'école de commerce. Donc trouvez-vous une femme, faites 2 enfants, ou alors allez en école de commerce. Et ça, je dois dire effectivement. Donc moi, j'ai une femme, je suis marié, j'ai 2 enfants, et c'est vrai que c'est marrant, mais comme l'État parfois s'insinue dans ton mode de vie, c'est-à-dire que quand t'es marié en France, bah t'as des avantages fiscaux qui sont pas négligeables. Le fait d'avoir des enfants aussi, donc c'est comme si l'État te conditionnait un certain modèle de société familiale. On va dire que parce que là, c'est vrai que 2 enfants, bon bah on est sur 3 parts. Aujourd'hui, je gagne très correctement ma vie et on paye peu d'impôts. Grâce à nos enfants. Après, bon. À nuancer, un enfant te coûte plus que les avantages fiscaux. On n'en est pas encore à aller faire juste pour ça. Hein. Non, c'est ça. C'est vrai que moi, je connais des gens qui ont grandi en ex-URSS au pays communiste. Ouais. Et c'était les 3e enfants d'une fratrie. Et c'est parce que t'avais un appart qu'on te donnait au 3e enfant. Donc, il y a un peu de... On n'en est pas encore là. Hein. Ceux qui disent que la France, c'est un pays communiste, non, on n'y est pas encore. Non. Voilà. Mais oui, quand t'es célibataire, tu te fais allumer, t'as ton loyer tout seul, t'as l'électricité tout seul, t'as l'internet tout seul. Quand t'as une famille, ben voilà, c'est plus simple quand même. Pour certains postes. Donc après ton super boulot de comment on va dire, arrangeur de mozzarella en rayon. Et moi j'ai fait aussi, j'étais auditeur, et quand t'es auditeur, tu vérifies les inventaires. Et j'avais fait des supermarchés, et j'avais fait même les congélos. Donc je sais pas si t'en as déjà vu des congèles. Ouais. Donc t'as une tenue un peu style démineur comme ça, et tu vas dedans. Bien sûr ton stylo écrit pas parce que il fait moins 20 degrés. Donc t'es avec un crayon, on en revient là aux Russes, là dans l'espace, je crois ils écrivaient avec un crayon, parce qu'il n'y a pas de gravité. Voilà. Donc on en est là. Après ce boulot, qu'est-ce que t'as fait ? Et bah du coup, j'ai une petite expérience malheureuse de 6 mois où je me suis retrouvé dans une entreprise qui était en train de couler clairement. Et en fait, à un mariage, je discutais avec quelqu'un, comme quoi les plans de table au mariage, les gars, sont très importants, parce que moi, ça m'a fait changer de trajectoire. En fait, j'ai rencontré quelqu'un qui était dans un cabinet de chasse de tête et qui m'a dit, écoute, hein, t'es commercial, en même temps, t'aimes bien tout ce qui est sciences humaines et tout. T'aimes bien écouter les gens, etc. T'as déjà pensé à la chasse de tête. Et effectivement, j'y avais déjà réfléchi, mais pour moi, c'est toujours dans mon imaginaire un truc que tu fais au moins à 40 ans, une fois que t'as de la bouteille, t'as de la bouteille, etc. Et non, je suis rentré dans un cabinet qui faisait confiance aux jeunes, et j'ai commencé effectivement à recruter des cadres pour tout type d'entreprises, sur les fonctions commerciales, vu que moi j'ai un parcours commercial, et donc j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Sauf qu'effectivement, aujourd'hui, j'ai passé une step, c'est-à-dire que je le fais pour un cabinet anglais qui m'a recruté, et surtout, je le fais en freelance, en fait. Donc, le fait d'avoir sa société, ça change pas mal de choses. Ouais, forcément. Si tu peux nous dire... Donc, la chasse de tête, là, t'avais déjà des meilleurs revenus. Hein. Ouais, alors moi, je pense que j'ai pas été très stratège, puisque j'ai demandé ma femme en mariage avant même d'avoir fini de rembourser mon crédit étudiant, en étant endetté jusqu'au cou. Et puis après, j'ai découvert combien coûtait un mariage. Donc je pense que voilà. Mais mine de rien, ça m'a fait contrôler toutes mes dépenses. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, là, si tu budgètes pas, si tu fais pas attention, c'est mort, quoi. Donc, j'ai finalement préparé un mariage, ça m'a beaucoup appris à faire attention à mes finances. Et après, là, effectivement, en tant que chasseur de tête, c'est un métier de service. Il y a des bonnes marges, il y a des coms. C'est un métier qui peut être... Alors, c'est pas totalement décorrélé de ton temps, parce qu'il faut toujours faire des entretiens, rencontrer des clients, etc. Mais
parfois, il y a des processus selon les entreprises qui se font plus ou moins seuls. C'est-à-dire, toi, t'es juste un marieur, un vecteur, et tu mets un peu le petit push de départ, tu les fais la rencontre, et après, ce qui se passe, c'est chez eux, quoi. Donc parfois, tu dis, ah tiens, voilà, j'ai une com qui va tomber, mais en fait, j'ai pas fait grand-chose. Bon, c'est pas tout le temps comme ça, mais voilà. Et fin 2018, mon crédit étudiant s'arrête. J'ai remboursé les 30 000 euros que je devais. Okay. Et en même temps, je gagne. C'est marrant, mais je crois que je gagne ma première com avec mon cabinet de chasse de tête à peu près à ce moment-là. Ouais. Donc d'un côté, j'ai 600 euros que je rembourse plus, et de l'autre côté, je pense que si je lisse mon salaire, je suis aussi à 600, 700 euros de plus. Ouais. Donc là, d'un coup, quand on a 1000 euros net de plus dans son train de vie, là, c'est autre chose. Mais j'avais gardé un peu cet esprit de tout optimiser. On avait acheté notre appart grâce à ma femme à l'époque en région parisienne. Par exemple, on n'avait pas de voiture, la place de parking, on l'a louée. Voilà, donc on faisait tout en fait pour tout optimiser. Moi, je continuais à donner mes cours à côté de mon boulot. Donc j'ai gardé un peu ça, tout en ayant des bons revenus. Donc, ouais, ok, top. C'est vrai que ça a aidé. Moi, c'était quand j'étais étudiant, j'ai eu une phase un peu, j'avais pas trop d'argent. J'ai commencé à acheter, revendre des trucs. Et, j'étais étudiant à Strasbourg, donc j'achetais des vélos, villes où il y a beaucoup de vélos. Hein, on en parlait en off que t'as acheté un vélo. Donc moi, en fait, j'achetais des vélos parce que j'avais une voiture, un Peugeot 306 qui avait 18 ans. J'achetais des vélos dans les villes où les gens ils s'en foutaient de rouler à vélo, puis après je les revendais à Strasbourg 3 fois le prix. Et en fait c'est comme ça que j'ai commencé à acheter, revendre des trucs. Après je le fais avec les voitures, et puis je le fais avec les apparts. Et en fait ça s'est joué à, je crois que j'étais à découvert de 300 euros. Tu vois, et si j'avais eu ces 300 euros, jamais en fait j'aurais commencé à acheter, revendre des trucs et à chercher un peu la bonne affaire. Et comme quoi ça peut vraiment se jouer à rien. Donc toi ça s'est joué à, si le mariage avait eu lieu 1 ou 2 ans plus tôt, peut-être t'aurais fait différemment, ou 2 ans plus tard, ça aurait été. Mais je pense que c'est bien qu'à un moment, voilà, t'aies dû compter, parce que si t'as jamais compté, c'est ça. Tu te rends pas compte de. En fait, c'est là où j'ai l'impression que je prends une certaine avance, mais sans prétention par rapport à d'autres gens de mon réseau qui ont aussi fait des écoles de commerce ou qui viennent de familles plus aisées, mais c'est pas du tout une critique, mais qui du coup sont moins. C'est pas qu'ils sont dépensiers, mais ils comptent moins. Donc, et je pense que quand on dit t'es riche de ce que tu dépenses, je pense que c'est vrai. C'est pas que ce que tu gagnes, mais c'est aussi être malin un peu dans ce que tu fais tes dépenses, et c'est ça aussi qui te fait accélérer en fait. Ok, ouais, top. Et c'est vrai que c'est intéressant. En plus c'est net de. Là, tu l'auras pas écouté, mais j'ai fait un épisode sur ma diète. Je suis pas encore en top shape, mais quasiment. Et en fait, c'est vrai que quand tu veux perdre du poids, le plus simple, c'est de pas bouffer plutôt que de faire du sport à outrance. Et en fait, c'est pareil, surtout que tes revenus, déjà les augmenter, c'est pas évident, et en plus, ils sont taxés à fond. Donc c'est beaucoup plus simple de moins dépenser que de. Ouais, exactement. Ça fonctionne pareil. Ouais, c'est beaucoup plus coûteux de faire plus de sport. En plus, tu vas risquer de te blesser, etc. Que effectivement d'être dans la restriction calorique. Il y a souvent on le voit sur Insta ou partout. 500 calories. Est-ce que tu préfères courir 10 km ou éviter le Big Mac de trop? C'est exactement ça. Et à long terme, en plus, c'est. Alors après, là, il y a toujours une limite. Vers le haut, il n'y a pas de limite. Vers le bas, il y a quand même toujours une limite. Tu peux pas tout optimiser, surtout quand tu as une famille et tout ça. Je pense qu'on pourrait parler un peu. Tu as dit que tu étais FIRE. C'est vrai que c'est un mouvement qui est très proche un peu des sujets qu'on aborde. Mais moi, j'estime pas que je suis FIRE parce que, par exemple, je voyage beaucoup et je dépense quand même beaucoup d'argent, je pense, pour la plupart des gens. Et justement, moi, j'ai un peu cette démarche d'accumuler le plus de revenus possible et après aussi j'ai des bons revenus de mes activités dans tous les côtés. C'est pas pour ça qu'à un moment j'étais pas beaucoup plus frugal, mais tu pourrais peut-être nous décrire qu'est-ce que pour toi c'est FIRE, combien de temps ça met, combien il faut dépenser, sur quoi on peut couper, qu'est-ce qu'on a pour
qu'on va garder quand même. Donc voilà. Ouais, Surtout bien quand on sûr. a une famille, c'est ça qui était intéressant chez toi, c'est que t'es père de famille, donc. Oui, c'est ça, ouais. Moi, il y a des dépenses que je peux pas couper, parce que voilà, quand t'as une femme et 2 enfants, qu'une crèche, ça te coûte déjà 500 € par mois, c'est difficile de couper ce genre de dépenses. Ou alors faut avoir un tout autre mode de vie. Moi, j'ai choisi de rester en France, d'avoir un mode de vie, on va dire, relativement classique. Donc, par contre, effectivement, alors Fire, c'est plutôt effectivement ce mode de vie. Alors, il faut savoir que ma femme est très écolo. Et du coup, elle est pas très dépensière, mais pour des perspectives environnementales. Et moi, je suis plutôt frugaliste sur l'aspect économie. Donc, on se rejoint bien en fait là-dessus. On a un peu le même mindset sur la façon de dépenser et de vivre. Même si l'objectif est pas toujours le même. C'est pas le même maillot, mais c'est la même passion de pas de dépense. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, non, ça va être déjà de faire un budget, quel que soit ce qu'on gagne, c'est de comprendre comment on dépense, d'éviter ce qu'on appelle, comme les anglophones disent, le lifestyle inflation, c'est-à-dire dès qu'on gagne plus, aussi de dépenser plus. Ça, c'est très facile de tomber dans ce piège-là. Et du coup, d'avoir des stratégies pour ne pas tomber dans ce piège-là. Donc, ça va être, par exemple, nous, on s'est pas mal endetté pour notre RP. Mais par exemple, là, moi, je me suis acheté un vélo à Strasbourg et j'ai plus de voiture de fonction depuis que je suis passé à mon compte. J'en avais une en tant qu'employé en CDI, mais là, j'en ai plus. Du coup, le transport étant un gros poste de dépense dans les familles d'une manière générale, nous, on a décidé de pas avoir de voiture. Et ta femme, elle en a pas non plus? Non. Et franchement, et pourtant, on a 2 enfants. Hein. Donc, les gens nous disent, mais comment vous faites? Attends, mais si, je sais pas, ton enfant... là, il se blesse, comment vous allez aux urgences et tout. Bon, déjà, on vit à Strasbourg, il y a tout qui est pas... Enfin, on vit pas non plus dans la pampa. On a tous les services pas très loin de chez nous. Et en fait, on vit très bien avec le vélo. Moi, j'ai un vélo cargo, j'emmène mes enfants. Le vélo cargo, il me permet de faire les courses. Cargo, c'est devant, là, quand t'as... Alors moi, je l'ai derrière, mais du coup, c'est un peu les... Comme ceux qui font des grands voyages, c'est qu'on les sacoches derrière. Moi, j'ai un peu ça. Et du coup, je fais mes courses comme ça. Et c'est vrai que on se rend compte, notre dépense pour la voiture chaque mois, c'est moins de 200 €. Parce que quand même, parfois on se fait des voyages, on n'est pas non plus, mais quand on doit prendre la voiture, on loue sur Getaround ou ce genre d'appli. C'est vrai que quand t'habites dans une grande ville, t'as ça. À Strasbourg, il y a aussi je sais pas, j'ai vu des voitures rouges là, des smart cities, je sais plus comment ça s'appelle. Tu peux emprunter une voiture pour quelques heures. Ça, c'est sûr que c'est pas partout comme ça. Donc c'est sûr que la voiture, elle reste garée 95% du temps. Ouais, c'est ça. Donc il y a des piles en fait. T'arrives à t'en passer. Après, c'est sûr que si tu parles aux gens, la plupart des gens qui ont des enfants, à part à Paris, ils ont une voiture, quoi. C'est comme ça. Si c'est pas deux voitures. C'est ça. Et après, c'est tout optimiser, c'est de voir quelles sont nos charges fixes, quelles sont nos charges variables. Là, par exemple, les investisseurs doivent le savoir. Il y a une loi qui passe pour qu'en septembre, on puisse changer d'assurance quand on veut sur nos prêts IMO. Nous, on sait qu'on avait pris l'assurance pour notre résidence principale et pour notre investissement locatif dans notre banque pour faire un peu plaisir aux banquiers. Mais bon, comme là, on est dans une banque qui nous suit sans nous suivre, on se dit là ça fait un moment, l'assurance on va peut-être la changer parce qu'on se rend compte qu'on paierait 2 fois moins. Ouais, c'est à peu près 2 fois moins. Voilà, donc c'est des choses comme ça. Ok. Et autre chose, les vacances, les courses, les... Ouais, alors du coup on parlait du mouvement Fire. Moi, je fais pas partie de ces gens. Et pourtant, j'adore être un peu roots et tout. Ça me dérange pas du tout. Je suis très camping, machin. Mais je fais partie plutôt de ce que les gens appellent le fat fire. C'est-à-dire que je suis un peu comme toi. C'est-à-dire que moi, je veux bien optimiser mes revenus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que pour l'instant, je quitte pas ma rat race parce que je veux bien optimiser tout ça et pouvoir développer mes actifs. Pour avoir un certain niveau de frigo qui se remplit tout seul, on va dire. Donc voilà. Et pareil, les vacances, oui, on fait attention. Tout ça, on fait attention, mais on se prive pas non plus. Moi, j'ai pas l'impression de me priver quand je pars en vacances. Ok, top.
Et une dernière question, on en avait parlé un peu en off, et je pense quelque chose qui est très très important, c'est l'entourage. Quand tu étais en école de commerce et peut-être maintenant, comment tu gérais? Parce que c'est vrai qu'on a des entourages qui ont des niveaux de dépenses. Il y en a qui ont déjà des niveaux de salaire qui sont différents, et il y en a même à salaire équivalent, t'as l'impression qu'ils gagnent 2 fois ce que tu gagnes, quoi. Donc, comment tu gères un peu l'entourage? Je sais pas. Tu choisis. Enfin, je te laisse parler. Ouais. Non, c'est vrai que c'est dur, et c'est un constat qu'on faisait juste avant de démarrer le podcast, c'est que moi j'ai intégré une école de commerce. Bon, j'ai fait un prêt étudiant parce que ma famille pouvait pas me la payer, mais c'est vrai c'est facile dans la vie, et pas qu'une histoire d'école de commerce, de se retrouver dans des milieux sociaux qui sont plus élevés que ce que nous on peut se permettre. Et ça, en fait, c'est ça aussi qui peut te faire dépenser énormément. Et je dis pas qu'il faut faire attention à ses amis ou à son entourage. Pour moi, on est conscient, mais je pense. Voilà, faut être conscient. Et moi, ça a été difficile au début quand je suis rentré dans la vie active, parce que j'étais transparent sur le salaire que je gagnais et mes charges à l'époque. Quand on a des potes qui eux gagnent déjà 2 fois plus, qui ont pas ce crédit étudiant et qui sortent tous les soirs, et du coup, ouais, toi tu dis bon non, moi je peux pas trop sortir et tout. Ouais, c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile à gérer. Ça veut pas dire qu'il faut changer ses amis, mais il faut en être conscient, faut faire attention, faut réduire un peu ses sorties ou voilà. Ouais, c'est ça. Faut vraiment être conscient, je pense, et tu trouveras toujours plus riche que toi. Hein. Ça, c'est peu importe ton niveau de salaire. Donc, ouais, faut vraiment être conscient de ça. Et puis, je connais pas mal d'exemples autour de moi de gens. Je connais quelqu'un qui est sorti, par exemple, avec une notaire et disait, mais pourtant, il gagne bien sa vie, mais chaque soirée de lambda, tu vois, ça coûtait tout de suite. Fallait acheter le gâteau chez le meilleur pâtissier. C'était l'anniv du gars chez qui t'allais. Fallait t'ouvrir des bouteilles de vin hors de prix et tout. Et puis elle s'en rendait pas compte parce qu'en fait c'était sa vie normale, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. Hein. Et j'en parle même pas en couple. C'est vrai que je suis pas expert des relations homme-femme, mais quand dans un couple t'as des grosses différences de salaire, surtout au début, à la limite quand t'as femme et enfant, après, c'est plus qu'un seul pot, hein, souvent, mais au début, voilà, hein, si t'as quelqu'un ou si t'as, je sais pas, ta femme qui a déjà des biens de sa famille, des trucs comme ça, c'est très très compliqué. Ouais, ça c'est dur, ouais. Si ta femme elle veut aller aux Maldives et qu'elle a toujours été parce que son père il lui a payé et puis que en fait toi tu peux pas, voilà. Est-ce qu'elle doit ne pas y aller parce qu'elle est avec toi? Est-ce que toi tu dois y aller parce qu'elle y allait avant? Est-ce qu'elle doit y aller sans toi? C'est vraiment des questions qui sont compliquées, hein, les différences de revenus. C'est clair. Allez. Ok, top. Si tu peux nous raconter un peu le passage de CDI à EURL. Ouais. Tu donnes les chiffres le niveau de détail que tu veux, mais peut-être combien tu gagnes en plus. Oui, bien sûr. Comment, quel avantage tu vois? Ouais, non, il y a plein d'avantages. C'est vrai que, honnêtement, moi, je me suis fait contacter un peu par hasard, mais c'était l'année dernière, dans une époque où je visitais beaucoup de biens, où j'étais vraiment parti sur le côté IMO, et je pense aussi que j'étais arrivé à un moment où je m'ennuyais un peu dans l'agence dans laquelle j'étais. J'avais envie d'autre chose, et en fait je me suis dit le côté international, des Anglais qui me contactent, en plus je vais bosser à l'Europe, etc. Et quand s'est présenté le moment du contrat et qu'ils m'ont dit est-ce que être freelance ça t'intéresserait, je me suis dit pourquoi pas. Et du coup j'avais déjà ma comptable pour notre Airbnb qui est en LMNP, du coup, et à qui j'en ai parlé et qui m'a dit ouais, ça peut être intéressant. Elle m'a pas mal conseillé, et donc après je me suis dit quelle est la meilleure stratégie pour moi. Alors comme j'ai pas réussi à faire de rupture conventionnelle, j'aurais fait une SASU, je pense, si j'avais eu une RC, et du coup j'aurais touché le chômage et après ça aurait été du plus. Mais non, j'ai parce que c'est pas exactement les mêmes rémunérations, c'était président d'une SAS ou c'était gérant d'une EURL. Donc moi je suis en EURL, mais ça me permettait d'avoir au plus proche de ce que ressemble la rémunération d'un salarié, c'est-à-dire tous les mois, il y a entre 40 et 50% d'URSSAF, enfin de charges pour se verser son salaire. Mais après, il y a des gros avantages à passer en EURL. Déjà, moi je me fais rémunérer par les Anglais, et c'est un chiffre d'affaires, c'est un taux journalier. Donc oui,
même si je retire 45% de charges pour mon URSSAF en France, oui, je suis sur un... j'ai un système de commission, mais si je lisse à l'année, je suis déjà là sur des perspectives basses, parce que j'ai commencé en mars, des projections à 1 000 € net en plus, après impôt. Hein. Ouais. Tout après impôt par mois. Ouais. Donc voilà, ça fait encore... Avec la liberté des horaires déjà, je suppose. Ouais, liberté enfin, c'est au résultat, quoi. Voilà, je suis payé au résultat. Ouais, liberté des horaires. Alors, je suis quand même, mais ça c'est plutôt un avantage. Je suis intégré dans ma société là anglaise comme si j'étais un employé. C'est-à-dire que, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que mes collègues, ils savent pas que je suis freelance. D'accord. Je bénéficie des mêmes outils et ça, alors c'est un avantage aussi, c'est que je fais mes notes de frais. C'est-à-dire que à la fois, moi, je paye mes frais. Par exemple, je sais pas, je prends un billet de train parce que je dois me déplacer pour aller voir un client, je le paye avec ma société. Donc c'est encapsulé dans les charges de ma société. Déjà, je le sors pas de mon compte perso, mais en plus de ça, ça m'est remboursé par ma société anglaise. Donc j'ai un peu le meilleur des deux mondes. Donc j'ai ça. Et puis après, le fait d'être en société, moi je le conseille à tous les investisseurs parce que tous les frais qu'on peut passer, que moi je passais pas quand j'étais employé. Là, par exemple, on en parlait. Je me suis acheté, je l'ai dit ça en rigolant, mais je me suis acheté un vélo de fonction. En fait, je me suis acheté un vélo et je l'utilise le week-end et la plupart du temps pour les loisirs. Mais on a vu avec ma comptable, il s'amortit. Je l'ai payé avec mon chiffre d'affaires et pas avec mon salaire, donc sans sortir les 45%. Les 45%. Et en plus, il s'amortit. Donc, comme un bien immobilier. Enfin, voilà. C'est ce qu'on appelle comptablement un actif. Donc, du coup, ouais, je gagne plus et je paye moins. Ouais, c'est ça. Ton téléphone, tu peux le passer. Voilà. Même une partie tôt ou tard de ta maison, je pense. Ça fois tu vois avec le comptable. Oui, c'est ça. Je peux comme faire un loyer. Ouais, voilà, des trucs comme ça. Donc, c'est sûr que c'est pas la même chose. Hein. Le chiffre d'affaires et le résultat net ou le salaire. Et après, si tu veux investir, tu peux faire des montages. Voilà. Donc ça, c'est la step 2. Alors, j'en suis pas encore là, mais c'est l'objectif. En fait, ça fait déjà longtemps, moi, que je réfléchis à me professionnaliser donc dans l'investissement immobilier, comme on dit. Donc, créer une société, à la fois pour faire du marchand de biens et de la courte durée. Donc, pour moi, ce sera pas SCI, en tout cas en termes de stratégie, ce sera pas ce qui sera le plus intéressant. Mais on réfléchit là encore avec ma femme, est-ce qu'on va faire SARL de famille ou SAS? On est en train de regarder un peu les statuts. Mais l'idée, et ça ma comptable est assez proactive là-dessus, ce serait de créer une holding pour que justement, comme moi j'ai des coms trimestriels avec mon EURL que je touche en fonction des recrutements que je fais, mais c'est des coms assez importantes, je peux le dire, hein, c'est des équivalents d'apports qu'on nous demande pour des biens. Enfin, voilà, tous les trimestres, je peux toucher entre 15 et 30 000 € par trimestre en plus du salaire que je me verse, mais pour ma société. Et donc un an de salaire à mettre de la mozza. Ouais, exactement. Alors là, effectivement, on parle plus des mêmes niveaux. C'est clair que bon, il y a 7-8 ans qui se sont passés, même presque 10 ans, mais effectivement, ouais, on n'est plus sur les mêmes stratégies. Mais effectivement, plutôt que de me verser ce montant-là en salaire, de me dire, remonter en holding, on perd 5%, mais c'est toujours mieux que les 45% versés en salaire, et après, de verser ça sur une société et de pouvoir continuer à acquérir des biens. Et puis aussi pour contourner les nouvelles normes qui nous embêtent tous, hein, le HCSF, on n'arrête pas d'en parler, mais effectivement, je pense que l'avenir, c'est de continuer en société, quoi. Voilà, quand j'ai monté ma SCI avec puis les autres activités avec mon associé, c'était on nous faisait les gros yeux, et puis maintenant en fait acheter en nom propre, c'est la misère, quoi. Ouais, comme ça. Quoi, voilà, faut jamais dire jamais, et puis faut toujours avoir une solution de repli si c'est possible, quoi. Top. Donc ça fait donc t'as 1 000 € de plus les primes. Ouais, et encore 1 000 € c'est une projection, voilà, tout dépend chaque trimestre selon les nombres de recrutements que je fais, c'est un peu différent, mais oui, j'ai déjà c'est 1 000 € projection basse, quoi. Ouais. Et voilà.
Ah bah voilà, ça vous change une vie tout ça. Ouais, Et t'es payé en pound? Parce que là, on parle de l'euro qui est... Alors non, ils me payent en euros via un compte. En fait, ils ont un compte pour les paiements en euros. Ok. Mais néanmoins, c'est vrai que en fait pour eux, un pound c'est 0,85 euros. Et du coup, bah pour eux, c'est aussi intéressant. L'inverse, non, plutôt. Oui, pardon. Ouais. Oui, c'est c'est Zéro. l'inverse. Ouais. 0,85 pounds, ça fait 1 euro. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, bah du coup, en fait, pour les Anglais, déjà, eux, en fait, ils ont l'impression que je suis une main d'œuvre 15% moins à bas cher, coût. voilà. Donc, pour eux aussi, c'est le jackpot. Strasbourg, le Pakistan, même... Ouais, c'est ça, même combat. Ça sera des roupiers. Ok. Ah bah top. Et je sais pas si tu voulais parler encore d'un truc sur ton métier, sinon on peut vite fait parler des Airbnb. Ouais, bien sûr, ouais, sur la partie invest. Ouais, donc, alors, bah, si je fais un peu mon CV d'investisseur, on a acheté, nous, en région parisienne, avec ma femme, on avait acheté à Saint-Cloud en 2016. Mais à une époque où c'était pas très coté, sachant que en fait Saint-Cloud c'est pas très loin de Boulogne, mais faut passer la Seine et en fait comme il n'y a pas le métro, c'est genre du mètre carré c'était 1 000 € moins cher, enfin plus de 1 000 € moins cher. Bref, on était à 6 000 quelque chose comme ça du mètre carré. Pour Saint-Cloud, on se dit on s'attend à beaucoup plus. Et effectivement, les programmes neufs aujourd'hui à Saint-Cloud, c'est du 10 000 du mètre. Et en fait, en 2020, quand on a revendu, on s'est fait en net, sans faire de travaux. Je crois qu'on a fait 2 000 € en tout si on compte la peinture et les choses comme ça. On a fait 46 000 € de plus-value nette, sachant que j'étais de la RP, donc pas taxé, et qu'on avait déjà commencé à amortir quasiment depuis le début. Ouais. Parce que comme moi, je remboursais mon crédit étudiant, la banque m'a dit on vous fait pas de différé, vous avez pas de travaux de toute façon. Donc j'avais pas de différé, donc on avait déjà commencé à amortir depuis 2016. Et en plus, on s'est fait 46 000 € net de plus-value. Donc ouais, tu récupères un petit chèque, quoi. Donc là, on s'est récupéré un bon chèque moi, j'avais déjà commencé à me former donc sur l'investissement immobilier au moment de revendre. Et donc, j'ai contacté un courtier à Strasbourg pour lui demander de me trouver une banque investisseur friendly, on va dire ça comme ça. Et donc, je me suis tout de suite demandé, j'ai cherché même une RP avec travaux. Avant même de chercher bien, on l'a bien acheté et j'ai demandé un différé qu'on a eu de 36 mois. Top. Donc voilà, différé partiel, hein, on rembourse les intérêts. Oui, mais sachant que ma femme était en reconversion professionnelle et donc en touchant le chômage, elle a fait un suivi de conjoint, ça nous permet de bien vivre tout en ayant quelqu'un dans le couple qui est au chômage, quoi. Ouais. Donc voilà. Des 2 enfants donc, en bas âge. Et je dois l'avouer, je fais pas partie de ces investisseurs qui ont recherché tout de suite le 12% de renta minimum avec le 110%. On a quasiment rien mis dans notre résidence principale. On a gardé notre plus-value. Cette plus-value, on l'a réintroduite dans un bien en centre-ville de Strasbourg, dans lequel on fait de la LCD, et qui, en plus, est aussi en 3 ans différé, avec un taux, alors ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui commencent l'investissement, ils vont pleurer, à 0,98. Ah ouais, pas mal. Voilà, et donc avec un peu de travaux, donc LMNP. Donc là, on est sur ce bien, je pense qu'on peut pas plus optimiser, sachant qu'en plus, on a mis de l'apport. Donc là, le cash flow, on est bien. Ouais. C'est quoi comme appartement ? C'est un appartement de 34 mètres carrés, c'est un rez-de-chaussée qui était un local d'archives. L'immeuble a été fait par un marchand, c'était un peu le dernier bien qui lui restait sur le bras, personne n'en voulait. Et nous on s'est dit en fait pour un Airbnb c'est un rez-de-chaussée en face de la petite France, c'est top. Et en fait en plus on l'a lancé juste avant le marché de Noël à Strasbourg. Pour ceux qui sont de la région, les prix c'est x3 au marché de Noël. C'était nos premiers revenus passifs quand on a vu nos premières résas, mais on a dit on va faire ça toute notre vie en fait. Moi quand j'étais étudiant, alors ça date à mort, hein, je suis arrivé à Strasbourg, ça devait être en 2007. Et il y avait des gens, donc pour ceux qui connaissent, c'est la place Broglie, c'est la place principale du marché de Noël. Il y avait des étudiants à l'époque, alors qu'il n'y avait pas, je me trompe, mais je crois qu'il n'y avait pas du tout Airbnb, ça n'existait pas à l'époque. En fait, ils voulaient absolument un appart en location dans ce secteur.
et ils louaient genre pendant le mois du marché de Noël et ça leur payait. Alors bien sûr, bon, normalement il faut l'accord du propriétaire et tout, mais à l'époque tu te doutes bien, il y avait même pas les plateformes, personne ne s'en rendait compte. Ouais. Ça leur payait quasiment un an de loyer, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, je sais pas, c'était des apparts à 500 € et tu peux très vite louer, surtout là, à 250 € la nuit, quoi. Ah ouais, c'est donc ça. voilà, 500 € par mois versus Donc, 250 € pendant 30 jours. Je sais plus combien de temps ça dure le marché de Noël, mais voilà. J'ai même pas parlé d'ailleurs qu'on avait déjà commencé Airbnb quand on était à Saint-Cloud, parce qu'on était juste à côté de Rock-en-Seine. Okay. Et mois d'août, c'était plein. Et en fait, à chaque fois qu'on partait en vacances l'été, on mettait sur Airbnb notre bien. On fermait juste notre chambre, on mettait tous nos biens de valeur dans notre chambre. Et après, il y avait une autre chambre, plus le salon. Ça faisait en gros plus de 40 mètres carrés. Et du coup, tout le mois d'août, c'était loué avec des bons prix en Rock-en-Seine. Donc, on avait déjà mis un pied dans le Airbnb en 2017. On n'était pas non plus novices. Ok, top. Et là, donc, deuxième bien en LCD qui est en préparation. En fait, alors, il y a quelque chose que j'ai pas précisé. Ça fait un peu partie de mon côté confort. Et ceux qui m'écoutent là, qui sont en train de faire leur rangement dans leur Airbnb ou faire leur ménage, ils vont pleurer ou me détester. Mais nous, on prend une conciergerie pour notre bien à Strasbourg, et c'est vrai que on perd un certain argent, mais qu'est-ce qu'on gagne en temps ? Ouais, bien sûr. En fait, on voulait pas se créer un deuxième métier, aussi avec nos 2 enfants, etc. C'était voilà, donc on a pris la conciergerie, mais qui est top. Pour les Alsaciens qui nous écoutent, Steven, qui est la conciergerie Lucky, donc qui est intégrée à Airbnb, mais lui c'est un entrepreneur au départ qui du coup a monté d'abord sa conciergerie avant d'être acheté, et il gère comme si c'était le sien, et franchement il optimise, il fait tout, il prend des initiatives. On a eu une télé cassée par un voyageur, il nous a dit je m'occupe de tout, de l'assurance et tout, vous occupez de rien, et le jour même il nous a racheté une télé dans le centre-ville. Il a dit je vous la mets, le voyageur ce soir il a une télé. Il nous a envoyé la photo sur WhatsApp et basta, quoi. Et on gère rien, je sais même pas là, tu vois, te dire qui est dans mon Airbnb, qui fait quoi, enfin, et ça c'est un vrai confort. Par contre, le deuxième bien, en fait c'est accolé c'est une dépendance qu'on a dans notre résidence principale. Le but, c'est d'absorber un peu le crédit aussi de notre résidence. Et là, par contre, évidemment, on va gérer nous-mêmes. Et on l'a refaite sur le modèle tiny house, un peu à l'américaine. Voilà, petite kitchenette, enfin, il y a tout, quoi. Et arriver autonome, même si c'est chez nous et que les gens passent par notre jardin. Et il y a une porte à part, c'est bien fait. Moi, je suis devant, là, c'est vraiment bien fait. Ouais, voilà, c'est vraiment une petite maison. Il y a un mur mitoyen avec chez nous, donc voilà, c'est pas non plus le cabanon du fond de jardin, mais par contre les gens sont tranquilles, on se marche pas dessus, et voilà. C'est tout neuf. Ouais. Et tu veux parler chiffres un peu ? T'as une idée de combien ça va te rapporter Ouais, alors on a fait. J'aimerais bien savoir combien t'as de différé là, enfin combien ça te coûte ton différé par mois et combien tu penses que tu vas faire avec ton Airbnb là. Alors ça dépend sur le centre-ville. Sur la RP là. Ah, sur la RP. Alors sur la RP. On est en différé jusque début 2024. Pour l'instant, ouais, alors c'est un gros emprunt. Hein. C'est une maison qu'on a achetée, on s'est bien endetté. Là, en différé partiel, on est environ sur 500 €. Quand on va rembourser notre crédit à taux plein, là, ça va faire un peu mal. On sera sur quasiment 2000. Ouais, ah oui, mais après c'est une RP, hein, voilà, une RP de famille dans une grande ville, voilà. Sur laquelle on n'a quasiment pas mis d'apport, donc ça fait aussi partie du jeu. Le but aussi, c'est que nos invests remboursent cette partie-là. Et là, alors on n'est pas, nous, dans le plein centre de Strasbourg, mais on peut espérer en projection basse facile 500, entre 500 et 700 net. Par facile, mois. Ouais, je pense. Voilà, mais encore une fois, projection basse, ça veut dire là je me mets sur du 50 € net par nuitée et 10 nuitées par mois, mais honnêtement, voilà. Ouais. En fait, on est sur un lieu là où nous il y a des mariages pas très loin, il y a une saisonnalité, il y a le marché de Noël aussi, ça marche toujours très bien. Donc, moi je vois les gens qui vont au marché de Noël. Qui sont pas de Strasbourg, ils peuvent se loger à 30 km le week-end, hein, 30-40 km de Strasbourg, ouais, voilà. Il n'y a plus rien, quoi. Donc nous, on n'est pas non plus, on est encore strasbourgeois, et on a l'arrêt de bus juste devant chez nous qui amène dans le centre-ville en 15 minutes. Voilà, on n'est pas non plus paumé.
C'est sûr qu'on n'est pas au pied de la petite France comme notre autre bien, donc on pourra pas être sur les mêmes niveaux de tarifs. Par contre, ce sera un bon complément. Et à la petite France, il est rempli à quel pourcentage, tu dirais? Il est à environ, là, si on regarde les taux sur Airbnb, il est à 75%. En termes de taux d'occupation. Ouais, il est vraiment bien, il est vraiment au pied de la petite France, et puis notre conciergerie gère bien aussi même les prix, donc ça joue là-dessus, et il est bien rempli. On est en net après conciergerie, si on lisse, on est environ à 1800 quand même, par mois, et là on est on est en différé. Donc on est à 100 € de frais par mois jusqu'à mi-2024. Sachant qu'on a mis aussi un peu d'apport, donc je pense que l'équivalent des travaux on est payé nous-mêmes. Mais surtout qu'on a tout refait, c'est-à-dire que c'était un local d'archives. Faut imaginer qu'il y avait juste des chiottes, il y avait même pas de cuisine, il y avait pas de salle de bain, donc ça on a tout refait. Et c'est surtout là, si on le revend aujourd'hui, même avec l'apport qu'on a mis et tout, on est sur une bonne revente. Bien sûr. Donc voilà. Bon, l'apport que t'as mis change rien. De toute façon, tu le récupères. Oui, voilà. Mais si tu revends un bien à Strasbourg qui te rapporte 1800 € par mois, ça fait valoir des sous, quoi. Ouais. Trop bien. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. J'ai 2 questions de la fin. Je sais pas si tu voulais rajouter un truc sur tes investissements. Non, alors j'ai commencé un peu la bourse. J'essaye de partir dans une stratégie là. Alors le but pour nous, c'est qu'effectivement, tant qu'on est en différé, on engrange. Et de faire jouer les intérêts composés. Donc là, on a pas mal commencé la bourse tous les deux, PEA, etc. Donc en fait, tout le surplus là qu'on se fait avec le Airbnb, qui est déjà pour nous du plus, on l'injecte dans nos PEA, assurance vie. Donc l'histoire de se dire en fait ça nous rapporte de l'argent avec un autre truc qui nous rapporte encore de l'argent, et d'essayer de combattre un peu l'inflation du moment comme ça, quoi. Trop bien. Ok, deux questions pour la fin. La première, est-ce que tu as un invité à me recommander? Ouais, j'en ai 2 même. Vas-y. 2 podcasters d'ailleurs. Donc, écoute. Il y en a une que j'aime beaucoup, qui mêle pas mal psychologie liée à l'argent. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément sur nos comportements, pourquoi on achète comme ci, qu'est-ce qui nous pousse à faire ci, le manque, etc. C'est Delphine Pinon de Richissime. Elle est passée sur le podcast. Elle est passée, d'accord. On la salue, ok, salut Delphine. J'aime beaucoup. J'ai pas encore écouté tous tes podcasts. Je les prends à l'envers, c'est pour ça. Écoute, c'est je normal, prends du plus récent au plus ancien. Et le deuxième, j'en parlais, c'est Victor Laura. Victor Laura qui lui est d'ailleurs il est passé sur Brut, il est passé sur Envoyé spécial sur justement j'avais vu le reportage. Alors lui il est très décrié parce que c'est en mode ces Français qui ne veulent plus travailler. Ils avaient fait un article dans le Figaro je crois sur lui en disant ça, donc il en rigolait un peu. Et Victor Laura, lui, moi je le suis parce que pareil, il est un peu style école d'ingé, école de commerce, enfin voilà, quelqu'un qui fait des belles études, qui s'est rendu compte qu'en fait il voulait pas faire métro boulot dodo toute sa vie, et lui c'est un fat fire, il le dit clairement, il dit lui moi j'ai atteint mon point à 4000 €, c'est-à-dire il dit mes revenus passifs font 4000 € et ça me rembourse mon train de vie, mais je veux atteindre 8000 quoi. Donc voilà. Ouais. C'est en soi on est tous un peu fat fire, on va pas se mentir, mais les gens qui sont frugalistes, tu sais jamais c'est la fou la poule quoi. Voilà, est-ce que t'es frugaliste à fond parce que c'est vraiment ça, ou est-ce que t'as juste pas assez d'argent pour faire plus quoi. Parce que moi si aujourd'hui je revends ma RP, mon bien, ou alors que je vis que de mon invest Airbnb à Strasbourg, oui je peux aller vivre en Thaïlande pour 5 € par jour, mais après voilà, tout dépend du après t'as déjà vécu avec 12 € par jour quand salarié, donc ça c'est clair. Ouais. Ok, top. Et la dernière question que j'ai pour toi, c'est quand est-ce que t'as eu le plus peur pour l'argent? Je pense que c'était juste avant de changer de job, alors où ce que je racontais, tout s'est fait un peu en même temps, où j'ai quitté mon emploi donc en supermarché. Ensuite, j'ai commencé mon emploi de chasseur de tête, mais je gagnais pas encore mes coms à ce niveau-là. Et en plus, je préparais mon mariage. Et à ce moment-là, je me souviens que ce mois-ci, j'avais j'avais eu beaucoup de PV. Parce qu'à Vincennes, on pouvait pas se garer partout. Et moi, le seul moyen de pas me garer trop loin de chez moi,
c'était justement de me prendre des PV, quoi. Ok. Et c'est horrible à dire, mais du coup, c'était pas du tout gestionnaire, mais c'était une façon, voilà. Et en fait, j'ai eu une saisie sur mon compte parce que j'avais des PV de retard que ma boîte m'avait envoyé, donc avec déjà les relances, avec la voiture de fonction, et genre ça représentait 900 €, je crois. Ah ouais, quand même. Bah ouais, parce que quand tu prends ta voiture tous les jours, etc., ça va vite. Et donc, et là, bah j'avais commencé mon mois, je crois, à moins 900, moins 1000 €, et en plus j'avais eu cette saisie sur mes comptes que ma femme avait vue. Et genre en mode, elle me dit, mais il se passe quoi là et tout. Et là, j'ai eu peur, ouais. Là, j'ai eu peur. Bah top. Et j'avais une toute dernière question à laquelle je viens de penser. Tu m'as dit en off que t'écoutais des podcasts en anglais. Est-ce que tu en aurais un à recommander? Parce que c'est vrai que pour les anglophones, moi j'ai pas pour projet d'interviewer des personnes qui parlent pas français, mais si t'avais pour les anglophones une recommandation. Ouais, effectivement. Alors, ça va être beaucoup à nouveau sur le mouvement FIRE, mais ça rejoint beaucoup l'investissement immobilier. Mais j'écoute pas mal le podcast de Mister Moustache, qui est lui un peu le pionnier du mouvement FIRE aux États-Unis. Il a commencé il y a plus de 10 ans, et lui, bah, il explique comment il gère ses finances, son train de vie, et lui, il est aussi papa de 2 enfants, donc ça permet aussi de montrer voilà, comment on gère ses finances quand on a une famille à gérer. Bah top. Bah écoute, merci beaucoup. Bah merci à toi, Thibaut. Et si on veut te contacter, Instagram, NilsG1. Voilà, je suis sur Strasbourg, je suis en Alsace. Si vous êtes investisseur, ça m'intéresse toujours de discuter. Tout ce qui est sujet dev perso aussi m'intéresse beaucoup, donc n'hésitez pas à venir me voir. Et le rap aussi un peu. Le rap. Je suis un peu rap, mais moi je suis plus rap US aussi. Encore une fois. Ça va. Et ben merci à toi, et puis bonne semaine à tous, et bye bye. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère que Nils vous a inspiré. Son parcours, il est vraiment inspirant. Il a trouvé des sacrées rentabilités et des sacrées sources de cash flow dans une ville où l'immobilier est déjà super cher, dans une des 10 plus grandes villes de France. C'est peut-être même une des 7 plus grandes villes de France. Donc bravo à Nils, super parcours. Comme toujours, partagez, likez, commentez, prenez une petite photo de l'endroit où vous êtes. Vous me taguez en story sur Instagram, vous me taguez même sur, je sais même pas si c'est possible, sur LinkedIn. Vous m'envoyez un mail à info@patron.com. Vous le souhaitez. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous et à très bientôt. Bye bye.